Toulouse. C'était des chamans mongols qui étaient là-bas, Ayangat, grand-mère Ayangat, qui était là-bas avec plusieurs de ses élèves. Et puis quand je les vois, j'ai une émotion qui me traverse complètement, que je ne maîtrise absolument pas, et pareil de pleurs. Mais un pleur pas de tristesse, un pleur de soulagement, avec cette phrase qui vient très fort me percuter, qui dit « ça y est, t'as enfin retrouvé les tiens ». Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chroniques Cosmiques. Aujourd'hui, je suis avec Benjamin Duchesne des Tambours de la Terre. Salut Benjamin. Salut à toi, tu vas bien? Oui, ça va bien. Et toi? Bah oui. Merci de m'accueillir. Merci. Content que ça se mette en place. Ouais, c'est chouette. Je t'ai connu dans les Cévennes, dans un salon à Florac. Oui, on s'était croisés là-bas, exactement. Ouais. Et j'ai vu tes tambours chamaniques. Donc, tu en avais des normaux, qu'on a l'habitude de voir, et puis tu en avais des doubles. Voilà, c'était la première fois que je les voyais. Ouais. Il y a des doubles pots, il y a des petits, il y a des grands. Dans les grands, il y a des simples pots, c'est-à-dire qu'il y a le cadre et puis une peau sur le dessus. Et puis il y en a avec des doubles pots, c'est-à-dire qu'il y a une peau dessus, une peau en dessous, comme les tambours de type powwow qu'on trouve chez les Amérindiens, par exemple. Oui. Les mamadrums. On appelle ça assez souvent ici les mamadrums, ces tambours-là. Et donc pour te présenter, d'abord, donc tu es chaman. Oui. Reconnu. Oui. Et donc tu es fabricant de tambours chamaniques aussi. C'est ça. Pour moi, mon premier métier, c'est artisan de tambour. Après, j'accompagne des gens aussi à la fabrication des tambours, mais aussi à différentes pratiques chamaniques, le voyage au tambour évidemment. Des marches de vision, des marches sur le feu aussi, il y en a eu quelques-unes, et puis des transes aussi, les états de transe. Voilà, là, il y a quelques jours, on a eu un magnifique week-end. On était un bon groupe, on a fait un très beau week-end de stage sur la transe. Ouais. Waouh, génial. Et tu es où, du coup, dans la France? Donc je suis à Lautrec, moi je suis basé à Lautrec dans le Tarn, un petit village dans le Tarn, près à 1 heure de Toulouse à peu près. D'accord. Et j'interviens un peu là où on m'appelle. Et puis, globalement dans ma région, évidemment, par ici, mais aussi parfois un peu près d'Orléans, ça m'est arrivé régulièrement, en Suisse, ça m'est arrivé aussi, près de Nice aussi, en Ardèche, dont je suis originaire, enfin voilà. Ok, là où le vent te porte. Exactement. Et aujourd'hui, on va parler de l'histoire de ton éveil. Comment t'en es arrivé à créer des tambours et à devenir chaman? Ouais, 3 sujets. Quel enfant tu étais? Quel enfant j'étais? J'étais assez introverti. Je me testais dans cette vie-là. Il y avait quelque chose qui comprenait pas. Et ça va enchaîner peut-être sur d'autres choses après, mais il y a des choses vraiment que je comprenais pas et je me sentais très inadapté à être ici. Et même le fait d'accepter de vivre enfant, c'est une question que je me posais, tu vois, et je me suis même demandé, est-ce que, à un moment donné, j'arrête, quoi. J'ai pas envie. Quand tu étais petit, Ouais, il y a eu des moments comme ça, très forts. Et des histoires de famille aussi, assez douloureuses pour moi, mais aussi quelque chose qui me... qu'est-ce que je fous là? C'est quoi ça, quoi? C'est quoi tout ça? Un vrai refus d'incarnation. Oui, on peut dire ça comme ça, exactement. Et justement, le seul endroit où c'était apaisé, pour moi, c'était en nature. Ok. Et donc, très rapidement, la nature, pour moi, c'était Dame Nature. Donc, il y avait un esprit de la nature, de l'ensemble, que j'appelais Dame Nature, que j'appelle toujours Dame Nature en moi. Et alors, voilà, j'ai essayé un peu de m'orienter vers... ma mère avait eu l'intelligence de me laisser choisir si je voulais être baptisé ou pas. Et à 8 ans, j'ai voulu être baptisé. J'avais une aspiration spirituelle à comprendre, à trouver des réponses. Donc voilà, j'ai voulu tester un peu la religion. Et puis, j'ai vu les limites, pas de la religion, mais de l'Église, en tout cas, de ce qui en est porteur. Et donc après, c'était le chamanisme est arrivé petit à petit. D'accord. Mais Dame Nature était toujours présente. C'est là, pour moi, Dieu, c'était Dame Nature. Tu avais déjà des contacts avec
Dame Nature et tout ce qui la compose? Pas de manière consciente, mais le bien-être déjà, Ouais. fondamentalement, et le fait que ça me... Oui, c'est ça, l'apaisement et le bien-être. Ça, Mm. c'était très fort. Ouais. Ouais. Tu avais comme cette sensation d'être à la maison dans la nature? Ah ouais, toujours. Ouais, Mm. ouais, 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 très fort. Ok. Ouais. Et ensuite, la vie a commencé, la, Bah ouais, la c'est vie ça, d'adulte. l'école, les études, Ouais. le travail. Donc j'étais instituteur. Mhm. J'étais passionné de montagne et de haute montagne. Ok. Et puis je voulais être guide de haute montagne même. Et puis il y a eu quelques rencontres qui m'ont nourri sur le versant spirituel vers les 20 ans. Et puis après, je m'en suis écarté. Le travail m'a vraiment pris beaucoup. Mhm. J'étais dans l'enseignement spécialisé en ITEP, c'est les enfants qui ont des grosses difficultés souvent de comportement, mais ça c'est juste le symptôme, Ok. mais Mhm. des souffrances profondes Mhm. d'inadaptation, Mhm. justement. Donc il y avait un miroir pour moi Ouais. intéressant. et, puis, euh, et puis après, ça a été... et puis voilà, puis à un moment donné, ben, je ne m'y reconnaissais plus. Et je sais pas si burn-out c'est peut-être le bon mot, j'en sais trop rien, mais en tout cas il y a un moment donné où c'était trop plus possible et où j'ai arrêté ce travail. J'ai rencontré un médecin qui était intelligent, qui m'a aidé dans cette démarche, vraiment, qui était vraiment très chouette. Et puis voilà, donc ça c'est vers 30 ans, et après donc il y a une transition qui s'est faite pour passer à autre chose, pour passer à... Là je me suis ouvert, je suis allé voir Amma entre autres en Mhm. Inde, j'ai pris du temps pour me nourrir autrement en fait, pour revenir à un essentiel et trouver Ok. une cohérence dans cette vie-là. Intéressant. C'était quoi le déclic pour aller en Inde et aller voir Amma? Le déclic, ça a été, j'avais des amis qui la voyaient, qui la suivaient, et puis paf, il y a une parole qui m'est venue très fort, non, pas là, qu'il fallait que je la rencontre. Mais une évidence, un appel hyper fort. Donc je suis allé la rencontrer, c'était à Toulon, elle venait à Toulon à Mhm. l'époque, Toulon puis Barcelone. Et donc je suis allé la rencontrer, j'ai fondu en larmes, et il y avait quelque chose qui se... Bah oui, là oui, il y a une énergie, là il y a une qualité d'énergie, Mhm. d'embrassement, puis elle a fait des darshan, c'est l'embrassement, hein. Mhm. Euh, et d'embrassement de tout, du coup c'est pas juste des corps, évidemment. Et donc là c'était... oui, par là. Là, il y a quelque chose par là. Vas-y. Mhm. Qu'est-ce que tu as ressenti en t'effondrant comme ça? Euh, un mélange peut-être de purge, d'une tension qui était là, de reconnaissance. Donc ça lâche parce que il y a quelque chose qui se reconnaît. Il y a quelque Mhm. chose qui se retrouve que j'ai tellement appelé et qui n'était pas... ça me remet en émotion, dis donc. Qui n'était pas assez connecté, pas assez rencontré, qui était tellement appelé que j'arrive pas à trouver. Faut pas que je touche le micro. Et, 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 euh, et là, ça se reconnaît. Et donc, oui, je crois que c'est ça, une tristesse de soulagement. C'est pas une tristesse Mhm. pardon, des pleurs de soulagement. C'est pas une tristesse. C'est au contraire Ouais. une joie qui se relâche, quoi. Waouh. Ok. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Ben là, donc l'Inde, Amrita Puri, c'est dans le Kerala, c'est au sud de l'Inde. Pendant un mois et demi. Après, là-bas, j'ai rencontré la femme qui est devenue ma femme et puis la mère de mon fils. Mhm. Après, bon, la relation a évolué, mais qui est la mère de mon fils. Et puis plein de choses. Bah, cette femme est japonaise, donc je suis allé au Japon aussi. J'ai rencontré davantage la culture japonaise, le Reiki aussi, qui a été important pour moi à un moment donné, donc traditionnel évidemment. Mhm. Le chamanisme, c'est vraiment l'époque où j'ai rencontré une femme que j'ai suivie pendant quelques années et, euh, et qui m'a sensibilisé à ce que c'est le chamanisme. Et là, ça me correspondait parce que justement, Dieu que je reconnais, et ben, le chamanisme, c'est la reconnaissance de, comment dire, c'est la mise en lien de cette
de cette essence. Pour moi, Dieu, il est partout, il est là, il est partout, dans toute chose, dans ses vibrations, là c'est la vibration incarnée, matérialisée, mais dans d'autres qualités aussi vibratoires. Et c'est pas comment dire, il y a aucune église n'a comment dire, ce monopole-là. Oui, bien c'est sûr. bien au-delà Ouais. d'un carcan. Et donc, je m'égare un peu. Mais donc, la nature et le chamanisme, pour moi, c'est ça, c'est célébrer tout ça, c'est reconnaître, célébrer, se mettre en lien avec tout ça qui est partout. Et en dehors des dogmes, Oui. ce qui est très important aussi. Et donc, tu es au Japon, tu rencontres le Reiki. Et comment vient le chamanisme? Ouais. Alors, le chamanisme, il vient. Alors, Reiki, je l'avais rencontré en France aussi avec cette même personne, cette même dame. Mais ça, c'était le chamanisme. Il vient parce qu'une amie, on était en couple, et une amie me dit, ça te dit qu'on fasse un stage chamanique sur l'amour. Et bah oui. Et puis ça s'est fait. Et puis ça s'est fait. C'était très très chouette. Ça m'a parlé. Il y avait cette notion à l'époque de la personne appelait ça la traque, c'est-à-dire aller sonder la source en termes de croyances de nos émotions. Ça veut dire il y a un malaise ou un endroit où c'est délicat. Et puis on va essayer de décrypter, d'aller chercher l'endroit, la croyance source de ce malaise intérieur. Souffrance ou attente ou peur ou différentes modalités, mais d'aller traquer donc la croyance source de ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté, puis qu'on retrouve en fait dans beaucoup de pratiques. Ok, mais qu'est-ce qui vient faire le chamanisme là-dedans? Le chamanisme, il vient répondre, pour moi, à ce lien à l'invisible qui me semblait évident, mais sans pouvoir le contacter. Mais pourtant, c'est là, c'est évident. Il y a quelque chose d'évident, mais que je n'arrivais pas à mettre de mots. Et puis, je me sentais seul avec ça, un peu trop seul avec ça. Et la notion de croyance, elle se retrouve dans beaucoup de traditions. Elles parlent différemment, chacune avec leurs mots, mais elles parlent de qu'est-ce qui vient initier la souffrance. Et c'est toujours des engrammages de croyances, la plupart du temps. Après, on y met... bon, j'ouvre, mais après, l'engrammage de croyances où la blessure va faire que ça appelle certaines... en chamanisme, on parle d'entités ou de parasites aussi. Donc le fait d'être blessé à des endroits, un parasite va venir se nourrir de cette blessure et puis va alimenter, comme le parasite, il a besoin d'être... comment dire, il a besoin de sa nourriture, donc il va nous mettre en boucle pour que cette blessure soit tout le temps à vif, soit tout le temps présente, en tout cas. D'accord. C'est le propos du parasite dans le chamanisme. Ah oui. Et pendant ce stage, donc, il y avait des voyages au tambour qui allaient désengrammer ces parasites. Exactement. Une des réponses possibles à aller, comment dire, pour modifier cette croyance-là ou l'annihiler, l'enlever, c'est les voyages au tambour, tout à fait. Okay. Ouais. Donc le voyage au tambour, lui, il est là en support. Ça veut dire que c'est la porte. C'est bien parce que tu as des lumières circulaires là, autour de la caméra, et ça fait un peu ça. Ça fait une porte, tu vois, qu'on va traverser. Oui, les gens qui voient la vidéo ne voient pas la lumière, mais ça fait une porte qu'on va traverser et qui ouvre un espace lumineux, ouais. Et puis c'est bien, il y a plein de petites étoiles, c'est bien représenté. et où on va pouvoir rencontrer et laisser venir des esprits qui sont à même de nous accompagner. Oui. L'intention préalable étant posée, ça guide le type de rapport qu'on va avoir avec cet invisible pour qu'il puisse venir nous aider au lieu identifié. Je comprends mieux.
Après, il y a d'autres pratiques, il n'y a pas que le voyage de tambour, il y a d'autres pratiques aussi, les marches de vision, les quêtes, les huttes dans certaines traditions, après le recouvrement d'âme, il y a beaucoup de choses qui peuvent répondre à ça. Et donc, tu as appris tout ça par la suite, j'imagine? Pas mal de ces pratiques, pas tous, mais certaines. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, on en est dans ton histoire au stage amour chamanique. Oui. Comment... Amour et chamanisme, un stage chamanique sur l'amour. Ouais. Ouais. Et ensuite, là, tu sens qu'il y a quelque chose, c'est ça? Oui, là, je me dis, tiens, là, il n'y a pas de dogme. Ça va à l'essentiel de ce qui nourrit les émotions, donc les malaises. Ça va à l'essentiel comment dire, je suis mis dans ma responsabilité, à qu'est-ce que je fais avec ce qui est là, ce qui m'habite, ce que je peux ressentir. Et c'est pas quelqu'un qui va me dire ce qui doit être fait. Il me dit comment arriver à faire éventuellement, mais c'est moi au final qui fais. Okay. Et je trouve ça extrêmement précieux. C'est vraiment ce que je reconnais comme étant très, très précieux dans le chamanisme, c'est que c'est la voie de la souveraineté et de la responsabilité. C'est comment chaque être va retrouver sa souveraineté, sa grandeur, sa noblesse intérieure. Hein. Il n'y a rien d'ostentatoire, rien de vis-à-vis des autres, c'est de soi à soi évidemment, mais toute sa grandeur, et puis va reprendre les choses en main, va reprendre sa responsabilité sur sa vie, sur comment il vit les choses, comment il appréhende le monde, comment il appréhende sa propre vie, cette incarnation. Donc c'est bien, la réponse ne vient pas de l'extérieur. Mais elle donne le pouvoir, on parle de guerrier, de pouvoir, elle redonne le pouvoir aux personnes. Ouais. Maintenant, ensuite, on en est au stage. Ouais. Stage sur l'amour et le chamanisme. Tu te dis, là, il y a quelque chose qui se passe. Tu creuses? Je creuse, oui, oui, c'est ça, c'est le bon mot. Je creuse là, déjà, beaucoup. Tu travailles sur toi? Bien sûr, c'est l'entrée. Ouais, c'était pour moi ce stage, exactement, tu le dis très bien, je travaille sur moi. Pour moi, c'est l'entrée de... Bon, je vais essayer de prendre en main un peu le bonhomme, quoi. Ok. Voilà, ça va pas, clairement, il y a des endroits où ça va pas du tout. Donc je vais essayer de me prendre en main. C'est ok, j'y vais. Yes. Et voilà. Ça continue toujours, évidemment. Hein. Oui. Mais voilà, ça a été le début de toute cette aventure, donc d'autres stages, d'autres rencontres, des bonnes claques que la vie m'amène aussi. Mais ces claques sont plus du coup prises de la même manière. Ça veut dire qu'au lieu de les subir, subir puis morfondre éventuellement, voilà, faire un truc qui s'alimente là. Non, elle devient prétexte à tiens, comment améliorer, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui est en moi qui va initier, appeler même ces claques, ces baffes dans la tête là, pour ne plus les vivre, simplement. Et à ce moment-là, tu avais déjà rencontré l'invisible ou tu sais cet autre côté de la réalité? Ça commence de manière consciente à ce moment-là. Ok. Ouais, donc ça c'était il y a 15-20 ans. Ça commence de manière consciente à ce moment-là. Avant c'était rencontrer, mais juste ce que je disais tout à l'heure, un bien-être, un soulagement à être dans la nature, à me poser près d'un arbre, à me nourrir du soleil ou des choses simples. Je me rappelle très bien une fois, c'était magnifique ça. J'étais contre un arbre en montagne, j'étais tout seul. Et puis je regardais juste une fourmi. Il y avait plein de petites fourmis. Puis je suivais une fourmi, puis je voyais tout le travail qu'elle faisait, tout ce qu'elle faisait, tout ça. Et je la suivais. Puis après, j'ai élargi mon champ, et puis il y avait plein de fourmis. Et puis après, je vois les herbes autour. Et petit à petit, ma focale, en fait, s'ouvre. Et je vois jusqu'à voir l'arbre, et puis au-dessus de moi, qui est immense. Et puis je regarde autour de moi, puis les autres arbres, et puis il y avait une grande prairie en face. Et en fait, ça a été il
y a des moments de grâce comme ça, d'une très grande présence à tout ce qui était là. Et, euh, et c'était de toucher à cette vie, en fait. Je crois que la grâce, elle était ça, elle était d'être, ah oui, là, je me mets en contact avec cette vie qui est autour. Et donc, il y avait des moments comme ça, précieux. Oui, ok. Et voilà, là, déjà, il y avait une rencontre avec une autre qualité. Alors, pas les êtres de l'invisible, mais une autre qualité de senti du vivant. Tu vois, des états de présence comme ça, assez intenses. Après qu'on essaie de nourrir, qu'on essaye de rendre plus grand, évidemment, plus stabilisé. Mais voilà, des moments comme ça, fugaces, qui me sont arrivés, où un instant aussi, je me rappelle, je surveillais, quand j'étais instit, je surveillais la cour d'école, dans une petite école en Ardèche, là, et puis il y avait et puis tout d'un coup, c'est comme si chaque événement était su 2-3 secondes à l'avance. Que chaque mouvement d'enfant qui était là dans la cour, je me rappelle, il y avait une collègue qui me parlait, puis pouf, comme quoi ça arrive n'importe quand. Et la présence, il y avait comme une dilatation qui faisait que la présence à chaque événement qui se passait dans la cour était su à l'avance. Voilà, ça a duré quelques secondes. Pour moi, c'est des états de grâce comme ça. Oui, d'accord. Wow. Et quelques autres aussi encore, mais qui me montraient à chaque fois, qui me faisaient empreinte et qui me montraient, regarde, il y a une autre qualité de vie et d'appréhension du réel. Il y a une autre qualité de réalité que celle que tu connais. Et petit à petit, d'autres rencontres ont fait, donc quelqu'un qui m'a été très précieux aussi, d'autres rencontres ont fait que cette distanciation, donc là, c'est là où on peut aller vers l'éveil, cette distanciation à la pensée, j'ai du mal à trouver mes mots, à l'identification, à cette pensée, l'identification à ces émotions, l'identification à ce corps, où petit à petit, il y a une distanciation qui s'est faite. Et pour moi, c'est ça, l'éveil, c'est ça, hein, c'est clairement la désidentification de l'histoire, du personnage, du mental, des pensées, de tout ce champ-là, quoi. Il y a une distance qui est faite, et le fait de goûter à une nature bien plus profonde, bien plus vaste que ce personnage. Et en même temps, t'allais à ta rencontre. Et en même temps, d'aller à la rencontre de cet essentiel, justement, au-delà du personnage. Et ensuite, qu'est-ce qui... T'as déjà fait ton burn-out, là, tu deviens luthier. Oui, exactement. Ouais, je me mets à faire des instruments de musique. Donc là, en parallèle, il y a les stages, la rencontre avec différentes personnes, tout ça, qui m'accompagnent. Mais concrètement, mon travail, je fais des instruments de musique, je fais des chalumeaux à l'époque, des chalumeaux et puis des lyres aussi. Qu'est-ce que c'est un chalumeau ? Un chalumeau, c'est l'ancêtre de la clarinette. D'accord. Donc c'est juste un corps en bois à tourner avec un trou, une grande perce et puis des petits trous là, de jeu, un bec de clarinette. Et voilà, puis petit à petit, il y a eu des mécaniques qui se sont ajoutées pour pouvoir rajouter plus de notes, et puis l'instrument s'est allongé, et voilà, c'est devenu la clarinette d'aujourd'hui. Et tu chemines avec le bois. Je chemine avec le bois, je rencontre un charpentier amoulageur. Donc amoulageur, ça veut dire qui est spécialisé dans la réparation, la fabrication, la création de moulins. Moulins à eau, moulins à vent. Ah oui. Donc j'ai travaillé avec lui sur plusieurs chantiers, puis après en atelier aussi. Intéressant. Et voilà, donc le bois. Le bois était très présent et j'avais besoin d'être sur cette appréhension de la matière, et tout en étant dans moi mon propre cheminement intérieur et cheminement spirituel. Mais d'être dans quelque chose de très matériel me fait toujours du bien. M'accompagne. Et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à créer des tambours chamaniques ? Et j'imagine qu'il se passe encore plein d'étapes avant, par rapport au chamanisme en fait. Oui. Par rapport au chamanisme, il y a des rencontres différentes, des expériences différentes, parfois avec des plantes, parfois sans plantes, même la majorité sans plantes, parfois avec des plantes, ouais. Des expériences beaucoup avec Amma, donc pendant 4-5 ans. Ah oui, t'es allé la revoir.
Ouais, je l'ai suivie pendant 4-5 ans régulièrement, ouais. Et puis là, elle passe dans quelques jours, elle passe en France. Ah bon? Oui, ça faisait 6 ans, 7 ans qu'elle n'était pas venue en France. Où En ça? 2019. Elle Elle passe va à où? Aix-en-Provence. Oh mince, Ouais. je reviens. Ah ouais. La semaine prochaine. Dommage. Ouais, ouais. Ok. Et si tu peux aller la voir, vas-y. Hein, Bah non, je serai plus là. Tu l'as rencontrée déjà? Non. Ok. Bon, si tu peux, vas-y. C'est une très grande expérience. Donc, Amma, rencontre avec voilà, une personne que j'ai suivie pendant 5 ans, extrêmement exigeante et éducante de comment on fonctionne. Donc, ça a été pour moi extrêmement riche et précieux, difficile aussi parce que très entreprenant. Et tout ça en parallèle donc de ma vie d'artisan, luthier ou dans la charpente. Mhm. Et puis après, ça a été un jour, je rencontre non, il y a un copain non, il y a une femme qui m'appelle en fait, qui faisait un rêve c'est un peu comme nu et culotté, ça veut dire elle était partie nue Ouais. avec quelqu'un qui l'accompagnait pour une session de 1 semaine ou 10 jours. Mhm. Et son rêve, c'était, en partant juste d'être à poil et dans la nature, quoi, c'est ça le propos de leur expérience, Ouais. d'avoir un tambour chamanique au bout de ces 10 jours. Waouh, ok. Ouais, c'était ça. Donc c'était, elle avait une ligne, elle savait où elle voulait aller. Et en fait, elle était la veille de la fin de son parcours, ou quelques jours après, je ne sais plus, elle était encore dans la région. Et puis il y a un copain qui la rencontre, qui la voit en train de poncer son cadre, et puis elle qui reconnaît, et « Ah, mais tu fais un tambour chamanique? Oui, 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 est-ce que tu connais quelqu'un qui peut m'aider à le faire ?» Et puis il lui passe mon numéro. Et moi, j'avais jamais monté de tambour, mais j'en vendais depuis un bon moment. J'ai une boutique d'instruments de musique traditionnelle, et puis d'instruments de rituel aussi. Et donc, il a passé mon numéro, elle m'appelle, je lui dis, écoute, j'ai jamais fait, mais ok, je t'aide. Je pense que c'est bon, je saurais faire. Ouais. Le lendemain, elle vient en stop, on fait son tambour, très bien. Et puis c'est parti. Okay. Et en fait, moi, je l'ai aidé à réaliser son tambour. Et elle m'a donné le coup de pied au cul de l'évidence de « Mais regarde, bonhomme, t'es luthier, t'es à fond dans le chamanisme, et t'as pas... Là, il y a un truc, là. Et oui. Juste fais des tambours, en fait. » Trop bien. Donc voilà, ça, c'était il y a 5 ans à peu près. Génial. Et donc, tu commences à faire des tambours? Je commence à faire des tambours, les stages arrivent assez rapidement, la demande, et puis je continue évidemment mes pratiques pour moi, mon apprentissage tout le temps, pour moi c'est évident. Les stages se font de création, de voyage au tambour, et puis des soins de temps en temps aussi, mais pour le moment, jusque-là, je me suis pas installé en tant que thérapeute. C'est en train de se mettre je suis en train de le faire petit à petit là. Parce que j'aime beaucoup l'accompagnement des groupes, plus que de l'individuel. Enfin, c'est quelque chose qui me porte beaucoup. Ouais. Mais quand même, entre-temps, tu as voyagé? Tu es allé en Mongolie? Ah oui, beaucoup. Ouais. Tu nous dis pas ça? Ah oui, raconte. Ouais. La Mongolie. Alors la Mongolie, la Mongolie, c'est d'abord un festival en France, à Reims. Oui, festival du chamanisme. Exactement, ouais. Et puis, je vais là-bas, il y avait une grande, je les appelle un clan, une meute de loups, c'était des chamans mongols qui étaient là-bas, Ayangat, grand-mère Ayangat, qui était là-bas avec plusieurs de ses élèves. Et puis quand je les vois, j'ai une émotion qui me traverse complètement, que je ne maîtrise absolument pas, et pareil de pleurs. Mais un pleur pas de tristesse, un pleur de soulagement, avec cette phrase qui vient très fort me percuter, qui dit « Ça y est, t'as enfin retrouvé les tiens. » Wow. Et ça, c'est toujours présent, hein, cette émotion, elle est incroyable. Et ça a été... voilà. Donc je me prends ça à une claque. Je comprends pas, mais c'est là.
Et avec l'évidence, faut aller là-bas. Et puis j'avais vécu en Europe plusieurs années, mais enfin, voilà, des trucs après, c'est pareil, c'est une évidence, mais je dois être très lent à comprendre, je crois. Et voilà. Et puis donc je suis allé là-bas, je pose le pied là-bas, et pareil, la même émotion qui me vient quand je pose le pied de l'escalier, du petit escalier de l'avion là. Je pose le pied par terre et ça y est, une autre émotion qui vient, et qui est ça y est, t'as enfin retrouvé ta terre. Waouh. Et donc voilà, cette évidence c'est par là. Ok. C'est par là. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Donc là-bas, je rencontre différents chamans. C'est un voyage d'1 mois. Sur le 1 mois, je reste 10 jours avec Naradash, qui était l'interprète de Corinne Sombrin auprès d'Enketuya, qui a participé grandement au film Un monde plus grand avec Cécile de France. Naradash, quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Et puis, donc voilà, 10 jours avant, tout seul, où là, j'arrive à Ulaanbaatar, je pars faire la randonnée, la traversée en fait d'un massif montagneux sur 3 jours avec mon sac à dos tout seul dans la forêt là. Et un massif Botkan, ça s'appelle ce massif, en fait qui est la montagne sacrée d'Ulaanbaatar, mais je l'ai appris après. Et déjà très initiatique pour moi, parce que tout seul en forêt 3 jours avec mon sac à dos, pas de chemin, il n'y a pas de sentier là-bas, enfin très très peu, énormément de corbeaux, et ça a été précieux pour moi, les corbeaux. Ah oui, pourquoi? Parce qu'ils étaient là tout le temps, très très présents, et comme si, enfin ils parlent. D'abord ils parlent pour de vrai. C'est pas juste des cris comme ça, c'est aussi des... Ils font plein de sons comme ça aussi, les corbeaux. Oh. Alors ici, pas trop, mais là-bas, énormément. Oh. Et donc parfois, même ça m'est arrivé de dézipper ma tente, de sortir, mais il y a des gens, c'est pas possible, quoi. Et bah non, il y avait des corbeaux. Ok. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit, en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que j'étais à ma place auprès d'eux, et que eux, ils étaient après de moi et qu'ils m'accompagnaient tout le temps. Et que voilà, tout ça. Et c'était très éprouvant cette randonnée, et à un moment donné, j'étais fatigué et tout, et puis paf, j'arrive aussi à un endroit, il y a un promontoire, une petite crête, et puis 2 immenses aigles qui étaient juste au-dessus de l'arbre, dans l'arbre juste au-dessus de ma tête, et qui partent, et c'était magnifique, enfin plein de cadeaux comme ça dans cette randonnée. Superbe. Magnifique. Donc très accompagné, une biche aussi qui passe, plein de petits écureuils, enfin, très vivant. Magnifique. Et après, tu rejoins les chamans. Et après, je rejoins les chamans. Et là, c'est très très beau aussi, plusieurs chamans différents. Et puis après, je refais à nouveau tout seul faire de la randonnée. Et puis je me dis, je souhaite vraiment rencontrer Enketuya. Et donc je sais qu'elle est au bord du lac Ovsgol. Je vais au bord du lac Ovsgol, je marche avec ma tente, toujours pareil, mon gros sac à dos, je ne sais pas où elle est exactement. J'ai juste la photo d'une pancarte. Et je suis très fatigué, je demande de la douceur, hop, je vois parce que j'étais très éprouvé, je vois une biche qui traverse le chemin. Donc je suis la biche, elle m'emmène dans la forêt, un endroit où il y a plein de mousse au pied d'un arbre. Donc je mets ma tente là, dans un cocon de douceur, comme j'avais demandé. Et la nuit, j'ai une vision d'une chienne qui vient jaune, enfin couleur labrador, beige là, jaune, qui vient me niaquer, mais en jouant, me niaquer le mollet. À fond, tout excité, tout ça. Et le matin, donc ça me réveille, vraiment, c'est pas un rêve, c'est une vision. Et la qualité est vraiment très différente, c'est bien plus fort et prégnant, et je sens bien que ça dépasse, c'est pas juste un subconscient qui est en train de parler, c'est au-delà. Et le matin, je vais marcher, et il y a et il y a une chienne qui vient, et qui fait exactement ce que j'ai eu en vision. Qui me mord, qui est toute excitée à fond, qui veut jouer et tout, adorable, super. C'est dingue. Je la suis, et elle m'amène au camp d'Enketuya. Et c'est pas la chienne du camp.
mais c'est elle qui m'amène au camp d'Enketuya. Très clairement. En rêve. Donc voilà, c'est guidé, c'est très clairement guidé. Wow. Et qu'est-ce qui se passe avec elle? Avec Enketuya, je suis je suis intimidé. Je reconnais tout de suite sa beauté, sa générosité, beauté d'être, sa générosité, sa grandeur, sa puissance. Je le capte tout de suite. Et je suis très intimidé de ça, très impressionné. Je peux rester que 3 jours, après il y a des grosses pluies diluviennes et puis je risque d'être bloqué, de ne pas pouvoir rentrer à Ulaanbaatar pour reprendre l'avion une semaine après, donc je peux rester que 3 jours, parce qu'il n'y a que des pistes, il n'y a pas de route, c'est compliqué par là-bas. Mais ces 3 jours sont très intenses pour moi, ouais, très intenses pour moi, chamboulants, je sais pas. C'est comme si c'était exactement ce que j'attendais, mais c'est trop d'un coup. Il y a mes appréhensions qui se révèlent aussi, qui remontent aussi. Il y a peut-être une saturation de tout le voyage aussi qui se fait là. Mais je sais, je vais revenir. Je vais revenir. Ouais. Et en effet, je reviens en France. Très rapidement, des gens me demandent si je peux les accompagner là-bas. Alors que c'était pas mon propos, mais on vient vers moi pour ça. J'y retourne 6 mois après, et là c'est 3 semaines auprès d'Enketuya, où là, ça y est, c'est parti. Wow, génial. Ouais. Et puis j'y retourne encore 2 mois après, l'été, enfin voilà. Et donc, il y a beaucoup de choses se passent. Évidemment, les cérémonies, c'est non-stop. C'est 1 à 2 cérémonies par jour. Il y a la reconnaissance donc, par Enketuya de cette potentialité d'être chaman, de ce qui se demande en moi. Elle me laisse le choix, très clairement. Dit voilà, il y a ça, tu peux dire oui, tu peux dire non. Comme ta mère qui t'a laissé le choix. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. C'est vrai. Ouais, t'as raison. Et ça me plaît parce que évidemment, ça me responsabilise. Et évidemment, il y avait l'évidence du oui tout de suite. Il n'y avait pas d'hésitation. Ouais. Et donc voilà, elle m'offre un costume, elle m'offre un tambour, et puis c'est parti pour l'apprentissage. D'accord. Ça a duré combien de temps cet apprentissage? C'est en cours. Et je crois que ça ne s'arrêtera pas. D'accord. Ouais. En fait, c'est infini. Oui. En fait, il y a des millénaires de savoirs ancestraux. Oui, derrière. Dans le chamanisme, oui, c'est cette relation à l'invisible, à la fois notre nature profonde et à l'invisible, elle est depuis la nuit des temps. Il n'y a pas depuis que l'homme est là, pour moi c'est une évidence, depuis que l'homme est là, il y a cette relation au plus grand. Ouais, c'est magnifique. Et les religions, le bouddhisme et chamanisme sont très empreints d'une source. Il y a le tantrisme cachemérien aussi. J'ai beaucoup discuté avec Daniel Audier, qui est un des grands maîtres tantrika en Occident, en France, qui a ramené... c'est lui qui a vraiment permis au tantrisme cachemérien, le tantrisme originel, de venir en Occident, en France en tout cas, beaucoup, et en Europe. Et il parle très bellement de ça, on avait eu un échange, il parle très bellement de ça. Pour lui, la source est identique de ces pratiques. D'accord. Intéressant. Et c'est quoi la suite alors? Après avoir été reconnu chaman? La suite, c'est l'apprentissage. On est plusieurs on est un peu mandatés par Enketuya en France. On est plusieurs à essayer de monter une association en ce moment. On travaille pour ça en tout cas. C'est en cours, donc il va y avoir des statuts posés. L'objectif, ça va être de pouvoir accompagner les chamans reconnus par Enketuya qui reviennent en France, qui parfois sont un peu déboussolés parce que, ok, mais qu'est-ce que je fais de ça? Et puis continuer l'apprentissage, évidemment, s'entraider, partager sur nos pratiques, aider, faciliter la venue d'Enketuya en France, et éventuellement le fait de
de personnes en France, de les aider à pouvoir aller la rencontrer là-bas Génial. aussi. Ouais. Et Pour puis, tous ceux qui se sentent appelés, en fait. exactement, et puis faire des cérémonies d'aide. Le propos, c'est évidemment d'aider quand il y a des demandes. Mhm. Génial. Et, et donc là, on est entouré de Là, tambours. voilà. Donc là, j'ai ce tambour, lui, c'est c'est mon tambour mongol. Là, ils me disent chèvre, mais parfois, quand c'est humide, je me demande si c'est bouc quand même, si c'est pas bouc, parce que l'odeur peut être un peu forte parfois. Ok. C'est celui qu'elle t'a offert? Oui, Ok. tout à fait, ouais. Mm. Ouais. Donc les tambours mongols sont des tambours qui sont de bon diamètre. Tu vois, là, il fait 12 cm à peu près, il fait 60 cm de diamètre. Et encore, c'est un petit tambour. Pour un homme, c'est un petit tambour, mais c'est un tambour d'étude, on va dire. Enfin, voilà. Ok. Plus tard, peut-être j'aurai un tambour plus grand. Pour le moment, c'est parfait comme ça. Les maillotches, donc c'est des maillotches, là, c'est de la peau de renne qu'il y a dessus, tu vois. D'accord. La peau de renne, il peut y avoir de la peau de... C'est doux. Ouais. Il peut y avoir de la peau de chèvre aussi. Alors, la maillotche, ça ne me dérange pas que quelqu'un la touche. Oh, c'est vrai que Non, mais c'est important. Par contre, le tambour, non, sauf Ok. avec mon accord. D'accord. Ouais. C'est important pour ce type d'objet parce que comment dire, les éléments se chargent. Pour moi, c'est pas juste un tambour et une maillotche, ce sont mes outils de passage et d'ouverture, comme je disais tout à l'heure. Et ils se chargent des énergies de chaque personne. Ok. Ils se chargent de mes énergies, évidemment, et ils se chargent des énergies des esprits qui viennent à ma rencontre ou que j'appelle. Et donc, si quelqu'un vient interférer avec ses propres énergies, ça peut, ça peut fermer ou rendre plus difficile l'ouverture de ces portes. Ok. Donc je fais très attention à ça. Après, il y a des tambours personnels que je prête même, ça ne me dérange pas. Et puis j'ai 2 tambours, tu vois, où vraiment il y a celui-là, puis un autre tambour là, vraiment, où ils sont très chargés pour moi. Très important pour moi, très chargés pour moi. Oui, tu peux montrer derrière aussi, c'est très beau derrière. Je peux montrer derrière, tout à fait. Donc il y a l'arc et la flèche. L'arc et la flèche, en symbolique, ils symbolisent la direction, la force et la direction. Ça veut dire le focus. Où est-ce que je mets mon intention? Comment je garde mon focus pour aller là où j'appelle de l'aide et où je veux intervenir. Si c'est sur une guérison, c'est le focus du chaman. Et puis c'est le focus aussi à rester très pas concentré, parce que c'est pas mental, mais très disponible à l'esprit ou aux esprits qui viennent à sa rencontre ou voir incorporer. Donc c'est le focus dans le sens de grande disponibilité très précise. Et en même temps, c'est le focus de l'intention. Ça veut dire on veut guérir, il y a telle chose à entreprendre, et clac, on y met on condense toutes les énergies à ce point précis d'intervention. D'accord. Donc c'est une symbolique très importante, très forte, et c'est vraiment l'efficience de cette symbolique. Et puis après, ce sont des protections. Tu vois, il y a des sonnailles comme ça. Il y a des malas, ça s'appelle des malas. Donc là, on trouve ça dans le bouddhisme aussi. On appelle ça un radak. Alors lui, il est bleu. Le radak, ce sont donc des tissus qu'on accroche à différents endroits. Et lui, c'est un radak bleu. Bleu, en Mongolie, c'est tenger. Tenger, c'est le ciel. Et ce serait le grand tout. C'est le grand ciel. C'est la source. Ok, waouh. Et il y a un peu de blanc, de violet. Alors après, il y a d'autres couleurs. Oui, tout à fait, il y a d'autres couleurs. Ce sont mes esprits accompagnants. Ce sont mes ancêtres, en fait. Ils représentent mes ancêtres. Moi, je suis le 6e de ma lignée.
chaman ou, comment dire, ou qui entreprend ces lieux-là de rencontre avec l'invisible et de lien à l'invisible. Et donc, ils m'accompagnent. Tu vois, ils sont là pour m'accompagner. Ok. Et c'est pour ça aussi que tu as été reconnu chaman, puisque tes ancêtres sont venus voir Anna, peut-être Enketuya Anketuya Enketuya. 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 Enketuya, ouais. Alors, c'est elle qui a vu mes cinq ancêtres. Ouais. Moi, je ne les ai pas vus. Je sens que je suis accompagné dans ma lignée, mais je n'arrive pas, je ne suis pas arrivé encore à les identifier, tu vois, à être plus précis. Elle les a vus très clairement, ouais. D'accord. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Il y a 9 ergots, là, tu vois, il y en a 9 autour du tambour. En fait, dans le chiffre 3 et 9, donc tu vois, il y en a 3 là aussi, 3 x 3, 9. 3 et 9, ce sont des chiffres qui font référence aux 99 mondes des esprits. Dans la cosmogonie mongole, du chamanisme mongol, ils identifient 99 mondes. Ah oui. D'où viennent les esprits accompagnants. Et il y en a 54 du ciel blanc et 45 du ciel noir. D'accord. On parle de monde astral, là. Astro. Est-ce qu'on parle de monde astral? Oui, je pense qu'on parle de monde astral, tout à fait. C'est pas des mots que je mets en parallèle, mais je pense qu'on peut dire ça, oui, tout à fait. D'accord. Et voilà, le ciel blanc, les esprits du ciel blanc, ce sont des esprits qui sont très volontaires à nous aider. S'il y a une demande, une possibilité. Les esprits du ciel noir sont moins volontaires, mais ils sont généralement aussi extrêmement puissants. Donc on dit que le ciel blanc, il travaille vraiment dans la lumière, pour la lumière et dans la lumière, et le ciel noir, il travaille dans l'obscur. Mais comme ils travaillent dans l'obscur, ils ont cette capacité à les voir dans les zones très sombres et très difficiles. Donc c'est souvent pour les grosses guérisons qu'on fait appel à eux. Ou qu'ils viennent, qu'ils s'invitent. Donc voilà, après, il faut être échanger avec eux pour qu'ils soient OK pour nous aider. D'accord. Et après, pour travailler en finalité pour la lumière, même s'ils font partie du noir. Mais c'est pas noir dans le sens mauvais, pas du tout. Okay. Il n'y a pas de bon et mauvais. C'est pas ciel blanc bon et ciel noir mauvais, pas du tout. C'est pas du tout. Est-ce qu'il y a des démons ou des choses comme ça, un petit peu, dans l'histoire? Alors, moi j'en ai pas l'expérience, j'en ai pas fait l'expérience jusque-là. C'est pas des forces que j'ai rencontrées. J'ai rencontré des forces parfois pas évidentes quand même, mais pas dans le chamanisme mongol d'ailleurs. Mais il peut y avoir des esprits qui sont malveillants, bien sûr, qui sont vraiment difficiles. D'accord. Mais je vois qu'ils invitent à... Tu vois, une fois j'en ai vu un très clairement, j'étais en cérémonie avec des plantes et j'ai senti qu'il était dans un miel manipulateur, insidieux, qui vient comme ça, pernicieux, mais Et puis moi au début je suis gentil quoi, et puis petit à petit ça allait vraiment pas quoi. Et ça m'a demandé beaucoup de ressources pour dire stop. Je me faisais embarquer. J'étais en train de commencer à me faire embarquer. Donc ça m'a demandé vraiment une grande ressource pour dire non. Wow. Non. De reprendre mon alignement, pour prendre ce mot-là, ou ma droiture, ma force intérieure, et dire non. Ok. Non, à ça, je dis non. Qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas réussi? Qu'est-ce qui se serait passé? J'en sais rien, parce que ça n'a pas été le cas. Parce que tu dis, je me sentais me faire embarquer. En tout cas, il m'a emmené dans des pensées, dans des émotions vraiment pas agréables. Ok. Vraiment pas agréables. Je pense que ça aurait pu donner une nourriture, donner une nourriture à quelque chose qui... peut-être une faiblesse en moi, qui se demandait, parce que la faiblesse, elle a dit oui au début, elle a dit oui. Donc c'est bien qu'il y a une petite faille à un endroit qui s'est fait séduire par ça, en moi. Mais
Oui, je pense qu'après, ça aurait été une alimentation, tu vois, une boucle. Je parlais de parasite tout à l'heure, un parasite qui s'installe, quoi, de cette qualité-là. D'accord, ok. Donc, clac. Des très très belles visions qui se font, tu vois. Pour moi, le dragon, il est extrêmement présent chez moi. Très très présent. Et c'est un... Moi, en astrologie chinoise, je suis dragon feu. Et je vois très souvent le dragon et le feu dans mes visions. D'accord. Donc, et c'est un être qui... c'est souvent un en ce moment, là, vraiment un en particulier, qui à chaque fois vient du feu, est très très beau, très efficient. Donc tu vois, c'est ça, c'est faire appel à la force de ces êtres qui nous accompagnent pour après être efficient dans là où on souhaite qu'ils interviennent, quoi. Mais à travers nous, c'est pour ça qu'on parle de chamanisme d'incorporation dans le chamanisme mongol. Enfin, ce type-là, il y a plusieurs types de chamanisme mongol, mais beaucoup celui-là, d'incorporation, c'est-à-dire que l'esprit vient nous habiter le temps de la cérémonie, et après chacun retourne dans ses espaces, le temps de la cérémonie pour œuvrer. Donc le travail du chaman, c'est de se rendre disponible. Lui, c'est de se rendre à la fois fort et à la fois boîte vide, je dirais. Je vois. Waouh, ok. Et puis, qu'est-ce qui vient faire l'esprit du dragon? Est-ce qu'il aide à quelque chose en particulier? Oui, pour le moment, je l'ai rencontré beaucoup pour moi, déjà. Beaucoup pour moi, pour nourrir ma vitalité, pour nourrir ma force. Enfin, c'est ce que j'ai goûté jusque-là, en tout cas. Et après, en soins, je l'ai vu intervenir pour la même chose, pour vraiment nettoyer. Là, il avait nettoyé durant ce soin-là. Il avait nettoyé vraiment la personne qui s'était sentie très abîmée, très salie. Nettoyer au chalumeau, faire tout ça. D'accord. Pour dire, c'était très, pas du tout désagréable pour la personne. Il transmute. Exactement. Le dragon, il transmute. C'est exactement son propos. C'est le très bon mot. Le dragon, il transmute les peurs en amour. Oh. C'est un alchimiste. Le dragon, il maîtrise. Tu vois, le dragon, c'est un animal qui, dans l'astrologie chinoise, c'est le seul animal qui n'existe pas. Enfin, visiblement. Mais qui maîtrise tous les éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. Donc c'est un alchimiste, il est là pour transmuter le plomb en or. Et ils sont là pour nous aider. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut avoir peur des dragons et en fait... Bien sûr, bien sûr. Alors peut-être qu'il y en a qui sont de moins bonnes... qui ont été un peu déviés. Voilà, c'est ça. Mais bon, moi, mon expérience, elle a toujours été très heureuse avec les dragons. Et les phénix aussi, peut-être? Non? Pas moi, non. Ok. Ouais. J'ai appris que les phénix, on pouvait les appeler pour couper les ondes électromagnétiques. Ah, c'est possible, ouais. J'ai essayé et puis j'ai réussi à dormir, tu vois. Quand tu es près d'une antenne relais ou ça coupe, ça te demande un petit dôme, c'est magique. C'est incroyable ce monde. C'est incroyable ce monde. Et d'avoir le réflexe d'appeler de l'aide déjà. C'est important, il n'y a pas peu de gens finalement demandent de l'aide dans ces lieux-là. Donc demander de l'aide et puis avoir la foi. La foi, c'est extrêmement important. La foi ou l'intention, le focus de la flèche, là, comme dans le tambour. La foi, c'est extrêmement... Pour moi, la foi, c'est un mot qui est mis pour la religion. On l'entend beaucoup dans ce cadre-là, mais non, il faut le sortir de ce contexte-là. La foi, c'est la force de l'intention, la force de je sais, je suis sûr, il n'y a pas de... Ah oui, c'est vrai. C'est un 100%, il n'y a pas aucun doute. Et quand on est dans cette zone de aucun doute, mais c'est là que le merveilleux arrive. C'est vrai, j'avais jamais fait le rapprochement entre la foi et l'intention en fait. C'est exactement ça. Ouais. Wow. Est-ce que tu as encore d'autres choses à nous raconter? Qu'est-ce que je peux te raconter d'autre? J'aimerais qu'on parle aussi, de tes tambours. Alors que j'avais jamais vu de ma vie. Grands tambours harmonieux, les tambours comme ça, combien de mètres? 1,70 m de long. 1,70 m, donc c'est gigantesque. Et c'est en ovale. C'est un ovale, 1,70 m par 67 de large.
et 13 de hauteur, et c'est des tambours, donc eux, je les ai appelés les tambours harmonie. Alors, c'est pas moi l'inventeur, ce sont a priori des Canadiens qui font ça, mais eux, c'est une grosse entreprise, c'est un peu à l'américaine, leur truc. Mais on est quelques artisans français à en faire vraiment à échelle artisanale. Et donc, eux, ce sont des tambours de soins. Ça veut dire que la personne se place en dessous, le patient, la patiente se met en dessous du tambour, l'accompagnant se met par-dessus et va travailler, jouer sur le tambour. Les entrées, il y a des hypnothérapeutes qui utilisent ce tambour parce que ça facilite l'ancrage de certaines nouvelles donnes, on va dire, dans la personne. Il y a des gens plutôt sur un accès très énergétique, des énergéticiens, énergéticiennes, donc ils travaillent à certains endroits correspondant au chakra par exemple. Et puis il y a des chamans aussi qui l'utilisent, ça veut dire que c'est un support à appeler, à chant intuitif, à support à intention, tu vois, de dégagement, de purification, de recouvrement, de réalignement, enfin voilà. D'accord, et c'est puissant quoi. Et c'est très puissant, c'est très puissant. C'est très puissant et ça demande à jouer pas fort. Ah oui. Ah ouais, parce que c'est tellement puissant que... Et puis je trouve que toute la puissance, on la ressent quand c'est joué pas très fort. Il faut être, pour moi, très délicat avec ces tambours-là parce que c'est ça, c'est un amplificateur d'intention, ce type de tambour-là. Donc il faut que le thérapeute soit ou la thérapeute soit très alignée, très fiable dans ses intentions, dans ce qu'elle entreprend pour accompagner, utiliser ce tambour-là. Et du coup, ça fonctionne avec les fréquences? Ce sont des fréquences, des vibrations, bien sûr. Parce que... ce que tu m'as montré l'arrière du tambour, on va montrer sur la vidéo. Et tu me montres qu'il y a des moments où il reste de la chair séchée. Et forcément, il doit y avoir comme une musique différente qui se crée là où il y en a, où il n'y en a pas. Oui, tout à fait. Après, il y a une vibration d'ensemble, et puis selon là où on va jouer, selon l'épaisseur de la peau à cet endroit-là, s'il y a de la chair ou pas, s'il y a du gras ou pas, s'il y a plus ou moins de grasse, la peau aussi. Tout ça va influer sur le rendu, la vibration, complètement, Et là, c'était une peau de bison que tu as vu tout à l'heure. Ah oui. Après, il y en a en peau de buffle. C'est ça, je fais buffle et bison pour les tambours harmonie. D'accord, parce qu'ils sont très grands, quoi. Ils sont très grands, donc on ne va pas faire ça avec une peau de castor. Et non. Ça ne marchera pas. beaucoup. Et on peut parler aussi de l'éthique de ça et de ta connexion. Ce que tu m'as raconté tout à l'heure, je t'ai dit oui, moi, ça m'embête parce que je suis végétarienne et du coup, je me pose des questions sur l'éthique, l'origine de la peau, si l'animal est OK ou pas. Et voilà, tu m'as parlé de ça et c'était très beau. C'est une question très importante, je trouve. On en revient à la responsabilité, tu vois, reprendre chacun notre responsabilité. C'est-à-dire qu'on est dans une société où on mange énormément de viande, où les animaux sont dans un état d'objectisation, pas tous, mais beaucoup, dans un état d'objectisation monstrueux. Et plus on met une conscience sur le vivant et la beauté de ce vivant que sont les animaux, plus petit à petit on peut inverser la donne. C'est par l'augmentation, l'étirement de ce champ de conscience et de ce champ de respect, de reconnaissance envers les animaux que les choses peut-être vont pouvoir évoluer à un moment donné. Et c'est voilà, donc on fait chacun notre petite part de colibri. Et le colibri, là, c'est de voir que c'est quand quand moi j'utilise la peau quand je sélectionne les peaux et puis quand après j'utilise les peaux de ces animaux, je suis dans un rapport qui n'est pas utilitaire, même s'il y a une dimension utilitaire et pratique et d'objectisation, parce que c'est un objet, un objet avec de la peau, mais je suis dans une dimension de reconnaissance de l'animal. Je cherche à le rencontrer
Quand je commence à découper une peau, maintenant je cherche systématiquement à rencontrer l'animal, à voir où ça en est pour cet animal. C'est très rare que j'ai pas d'infos. Et la majorité du temps, quand j'ai des infos, l'animal est extrêmement heureux que sa peau soit utilisée pour ça. C'est-à-dire pour des pratiques où les gens vont aller vers un mieux-être et vers une expansion d'eux-mêmes, vers une dimension d'amour, de quelque chose qui veut aller vers un mieux. Oui. Donc ils sont extrêmement heureux de ça, que ça œuvre pour ça. Parfois, je sens des blessures dans l'animal, donc là, moi, j'interviens, j'essaie d'intervenir, d'apaiser, de voir ce que je peux faire ou pas. Parfois, je sens aussi de la peur, donc j'essaie aussi d'apaiser à cet endroit-là. Mais c'est pas le plus fréquent. Et puis, voilà, après moi, mon action sur les peaux, elle s'arrête là, parce que ça sera la personne qui investit le tambour vraiment d'investir aussi davantage. Moi, juste, j'apaise et je prépare pour que ce soit OK. Il y a certaines peaux où c'est pas encore OK, où j'attends un peu. Et puis, mais la majorité, ça peut aller, ouais. Mais voilà, il faut mettre du lien, il faut faire du lien avec eux. C'est ce qui manque. Ouais. C'est mettre du lien, de la reconnaissance, de la gratitude, évidemment, de nous remettre à notre place où je ne suis pas un bourreau qui va tuer pour profiter et en faire mon business. C'est pas le propos. Ouais. C'est très rassurant de savoir que l'animal, il est heureux de participer à transmuter, encore une fois, des choses négatives en positif pour ceux qui va soigner, en fait, grâce à ça. Ben oui, moi je suis j'aime beaucoup, là, j'ai pris un autre tambour, j'aime beaucoup les tambours en peau de chevaux. Ouais, il est beau celui-là, waouh. Ben tu vois, celui-là, il illustre parfaitement ce que je viens de te dire. Lui, au départ, j'ai découpé la peau et je l'ai fait, il n'était pas pour moi. Enfin, je ne sais pas pour qui il était, mais tu vois, il n'était pas pour moi spécialement. Et puis, quand je l'ai fait, j'ai une grande émotion qui m'a envahi. J'en ai même pleuré. Cette même qualité toujours de reconnaissance. C'est vraiment ça qui me fait pleurer à chaque fois. Il y a quelque chose qui se reconnaît, qui en est soulagé. Et pour moi, c'est une jument. Et je l'ai tout de suite capté, tout de suite vu. C'était très prégnant, très fort. Parfois, il faut que je cherche tout ça. Là, non, elle, c'était direct. Et elle était... n'en parlez pas, je la recapte. Et elle est extrêmement heureuse. Extrêmement heureuse. D'être là, d'être considérée, d'être choyée, puis d'être caressée. Moi, j'adore, elle a une peau hyper douce, donc je la caresse, je l'ébouriffe, tout ça, tu vois. C'est c'est ça, d'être considérée, en fait. D'être reconnue, et puis après, de faire des choses ensemble. Elle a beaucoup de vitalité. Après, en sonorité, c'est un tambour très particulier, parce qu'il a un son très, très, très mat, de par les poils, puisqu'il a un poil d'hiver. Donc, très mat. Mais pour moi, extrêmement puissant. Pour moi, c'est un tambour de soin que j'utilise pas fréquemment. Un tambour particulier. Il est magnifique. Ouais. Je sens quelque chose là. Peut-être c'est toi que je capte, je sais pas. Ils vivent, hein. Ils sont, comme je te disais tout à l'heure, ils ont leurs énergies, ces tambours-là. Et plus on investit en tambour, c'est ce que je dis beaucoup dans les stages de création de tambours, investissez vos tambours, allez-y, plus vous allez les investir, plus ils vont prendre en énergie, en déploiement. Et donc nous accompagner, évidemment. Waouh. Tu voulais nous montrer celui-là aussi ? Oui, alors lui, c'est un autre tambour en peau de cheval. Donc tu vois, très différent. Donc là, il n'y a pas les poils. Ils font tous les deux 45, oui, c'est ça, 45 cm de diamètre. C'est un tambour assez puissant. Celui-là, il n'est pas à moi. Il est à la vente, enfin, il est disponible. Voilà, tu vois, très différent. Qu'est-ce qui fait que tu sens qu'il est puissant ? Qu'est-ce qui fait que je sens qu'il est puissant ? C'est comme une densité vibratoire que je capte du tambour. Et
une dynamique. Après, c'est pas très... pour moi, c'est concret, mais c'est pas très concret ou visible parfois. C'est de l'ordre de ressenti, comme tu as ressenti quelque chose là juste avant, tu vois. C'est ça. D'accord. Et ça, je le sais assez rapidement. Quand je découpe une peau, déjà, je peux capter des choses et je vais voir... je peux même voir à peu près le propos du tambour, tu vois. Mais par contre, c'est des choses que je ne partage pas avec les personnes qui viennent me choisir un tambour, parce que je les invite toujours à être dans leur lieu d'intuition eux-mêmes. Oui, c'est eux qui choisissent. C'est eux qui choisissent. Sans être influencés. Exactement. Moi, vraiment, c'est ma ligne non-stop. Hein, c'est toujours la responsabilisation donc de la personne avant tout. Mais oui. Je ne fais pas à sa place. Et je l'aide, mais je ne fais pas à sa place. Ouais. Et quand on choisit un tambour, l'esprit de l'animal nous accompagne ensuite, ou pas? Oui, mais après, oui, tout à fait. Après, c'est à la hauteur de ce qu'a investi la personne. D'accord. Si ce tambour, je le laisse tout le temps posé sur une étagère, que je l'utilise jamais, que j'en fais rien, c'est comme... T'as un super chien, tu vois, c'est comme si ton chien, tu t'en occupes pas, que tu te balades pas avec lui, que tu fais pas des papouilles et tout ça, il va dépérir. Oui. Intérieurement, déjà, une tristesse, et puis petit à petit, physiquement, il va dépérir. Oui. Et je vois le tambour exactement de la même manière. D'accord. Oui, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Donc si tous les jours, tu le caresses un peu, voire même tu lui parles, voire tu lui fais des offrandes, tu vois, un chamanisme mongol, on fait des offrandes aussi au tambour. Ah oui, comment? Souvent du lait. Ça peut être du lait ou de faire brûler du genévrier aussi. D'accord. C'est une manière de le purifier, puis de dynamiser, purifier. Il dort sur un petit hôtel, du coup? Lui, tu vois, lui, il est tout le temps dans mon salon, sauf quand la cheminée, elle n'est pas trop forte encore, mais après, je le mettrai à l'écart cet hiver quand il y aura trop de... Oui. Ça sera trop sec dans la pièce, on ne peut pas abîmer le tambour, mais ouais, il est là, quoi, il est présent. Tu vois, il trône dans mon salon. C'est ça, il faut les considérer, et après plus on les considère, plus ce que je te disais, ils prennent en énergie, ils s'alimentent, ils se densifient. Je comprends. Oui. C'est comme nous, tu vois, une relation amicale, amoureuse ou avec un animal, c'est à la hauteur de ce qu'on y met dedans, quoi. C'est vrai. Qui fait partie de la famille. Bah ouais, c'est ça. Comme Momoun. Comme Momoun. Ouais, qui nous accompagne tout le long. Eh bien, merci Benjamin. Merci à toi Angélique, grand merci. C'était très lumineux. Super. Où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on me retrouve? On me retrouve déjà sur un site internet, tambourdelaterre.com, tambour avec un S, tambourdelaterre.com. Parce qu'il y a plein de tambours sur la Terre. Et puis après, j'ai une page Facebook à mon nom, Benjamin Duchesne. Et puis voilà, avec mes coordonnées, il ne faut pas hésiter à m'appeler. J'essaie de me rendre toujours très disponible. Et voilà, mon propos, c'est d'accompagner sur le tambour, mais d'accompagner les personnes vers je reviens à ça, vers leur souveraineté, vers leur déploiement. Oui. Tu peux accompagner des personnes qui se sentent appelées vers le chamanisme, oui, ou des personnes qui veulent juste des soins aussi. Oui, voilà. Exactement, tout à fait. Exactement. Okay. Soit des gens qui veulent entreprendre ça. Après, il y a une très belle phrase, c'était Arnaud Rioux qui m'avait donné cette phrase. Il m'avait dit, le chamanisme, c'est comme la randonnée. On peut tous faire une balade, mais on n'est pas tous guidés haute montagne. Et voilà, tout le monde peut faire du chamanisme, mais tout le monde n'est pas chaman, et tout le monde n'est pas grand chaman. Voilà, il y a des degrés différents, et c'est très bien ici. Ah, j'aime beaucoup cette conclusion. On ne pouvait pas mieux dire. Super. Merci Benjamin. Merci beaucoup Angélique. Merci. Et merci à tous pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chronique Cosmique.